Nouvelles héroïnes. Quand j'avais votre âge, je pensais qu'il fallait parler très fort. Entrer dans une pièce et crier, taper du poing sur la table pour que tout le monde me regarde et m'écoute. Il y a quelques années, j'ai découvert Ruth Bader Ginsburg. Quand celui qui parle plus fort que les autres, Donald Trump, devenait président des États-Unis pour la première fois en 2017. Ruth ne ressemblait pas à l'idée qu'on se fait parfois d'une héroïne. Derrière son calme, il y avait une volonté immense. Une de ces volontés qui ne font pas de bruit, mais qui déplacent des montagnes. Une de ces forces qui ne cherchent pas à briller pour elle-même, mais qui changent la vie des autres. Ruth faisait partie de ces héroïnes-là, ces nouvelles héroïnes. En écrivant son histoire, je n'ai pas voulu raconter seulement la carrière d'une grande juge américaine. J'ai voulu raconter l'histoire d'une enfant qui observait le monde et qui voyait déjà ce qui n'était pas juste. Une jeune fille à qui l'on demandait d'être sage, alors qu'au fond d'elle brûlait un immense désir de liberté. Une femme qui a compris que certaines lois avaient l'air normales simplement parce qu'on les répétait depuis longtemps. Et qui a décidé, mot après mot, affaire après affaire, de les faire tomber. Parce qu'on peut changer l'histoire avec une voix posée, des idées claires et un courage qui ne recule pas. Et parce que parfois, la plus grande force n'est pas de crier plus fort que les autres, c'est de continuer encore et encore, même quand personne ne vous attend. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassement de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, Ruth, qui grandit dans les années 1930, à Brooklyn, à New York, il y a plus d'un siècle. Dans son quartier, les familles viennent de partout. Certaines d'Italie, d'autres d'Irlande. On entend plusieurs langues dans la rue. Certains voisins vont prier à l'église. D'autres, comme Ruth et sa famille, vont se recueillir à la synagogue. Après l'école, Ruth enfourche son vélo avec son cousin Richard et les garçons du quartier. Quand ils jouent, elle ne s'imagine pas en princesse bien sage. Elle se voit pirate, exploratrice ou agente secrète. Pour échapper aux méchants, elle grimpe sur le garage du voisin et saute d'un toit à l'autre. Mais sur les bancs de l'école, on attend d'elle autre chose. On lui demande d'être plus calme, plus discrète, plus féminine. Sois plus sage. Tiens-toi comme une jeune fille. Ce n'est pas très féminin, Ruth. À son époque, les filles doivent apprendre la cuisine et la couture, comme si leur avenir était déjà tout tracé. Tenir une maison, cuisiner, coudre, se préparer à être de parfaites épouses. Les garçons, eux, ont parfois droit à des activités jugées plus utiles et plus passionnantes. Ruth ne comprend pas pourquoi le monde semble distribuer les possibilités d'un côté aux garçons et de l'autre aux filles. Ruth déteste qu'on décide pour elle ce qu'une fille devrait aimer. Pourquoi les garçons auraient-ils le droit à l'aventure, aux outils, au choix et pas les filles ? Pourquoi faudrait-il faire semblant d'être moins brillante pour rassurer les autres ? Pourquoi le monde demanderait-il aux filles de prendre moins de place ? Heureusement, à la maison,
il y a quelqu'un qui nourrit son intelligence au lieu de l'éteindre. Sa maman. Elle s'appelle Celia et elle est une femme exigeante, vive, ambitieuse pour sa fille. Elle-même a été une excellente élève. Elle aurait pu aller loin, elle en avait les capacités. Mais dans sa famille, on avait économisé pour les études du frère et pas pour les siennes. Alors elle comprit très tôt une chose douloureuse. Le talent d'une fille ne suffit pas toujours quand le monde a décidé de regarder ailleurs. Celia ne veut pas que Ruth grandisse en croyant qu'elle doit se contenter de peu. Elle lui transmet ce qu'elle peut, le goût du travail bien fait, l'amour des livres, la discipline, la curiosité et surtout l'idée qu'une fille peut être brillante, forte, utile au monde. Elle lui parle de femmes qui ont osé, de femmes qui ont résisté, de femmes qui ont accompli de grandes choses alors qu'on ne les y encourageait pas. Et Ruth, écoute, elle travaille beaucoup, elle lit, elle vise haut. Parce que sa mère n'accepte pas l'à peu près, pour rappeler à sa fille qu'elle vaut mieux que les limites qu'on voudrait lui imposer. Les années passent. Ruth grandit, à l'école elle se distingue, elle écrit beaucoup, elle participe encore plus, elle apprend tous les jours, elle fait partie des meilleurs. Tout lui semble possible. Et juste au moment où Ruth s'apprête à franchir une étape décisive, la vie lui arrache sa maman. Le cancer l'emporte peu avant la cérémonie de fin d'études. Le chagrin s'abat sur Ruth. Elle pourrait renoncer, mais elle sait une chose. Sa mère n'a pas rêvé grand pour elle afin qu'elle abandonne au bord du chemin. Ruth part pour l'université Cornell, dans la ville d'Ithaca. Le trajet l'éloigne de Brooklyn, de ses rues familières de son enfance. Autour d'elle, les paysages changent. À Cornell, Ruth découvre un monde plein de promesses, mais aussi de pièges. Beaucoup de jeunes femmes y sont là pour étudier, bien sûr, mais veulent aussi se trouver un mari. Certaines comprennent très vite une règle invisible. Pour plaire, mieux vaut ne pas avoir l'air plus intelligente qu'un garçon. Et tu le sais bien, Ruth refuse ce jeu-là. Elle ne veut pas faire semblant d'être moins vive qu'elle ne l'est. Elle ne veut pas d'une vie construite autour du confort des autres, des garçons. Elle rencontre quelques jeunes hommes, mais bien souvent, elle sent derrière leur sourire une idée déjà toute prête de ce que doit être une épouse. Gentille, présente et discrète. Puis un jour, elle rencontre Marty. Marty n'est pas comme les autres. Il est sociable, drôle et chaleureux. Là où Ruth est réservée, il va spontanément vers les gens. Là où elle pèse ses mots, il apporte de la légèreté. Mais surtout, il voit en elle ce que beaucoup d'autres ne regardent même pas vraiment. Son intelligence. Il n'a pas peur de son esprit. Il l'admire. Il l'encourage. Il l'aime avec tout cela. Et pour Ruth, c'est immense. Très vite, elle épouse Marty et nourrit un grand rêve. Devenir avocate. Quand elle rentre en faculté de droit à l'université de Harvard, avec Marty, ils ne sont pas tout seuls et ils commencent leurs études avec leur petite fille, Jane. Ruth pénètre dans un univers qui ne l'attend pas vraiment. Dans l'amphithéâtre, les hommes sont partout et les femmes, presque nulle part. Sur des centaines d'étudiants, elles ne sont qu'une poignée. 9 femmes au milieu de plus de 500 étudiants. 9 jeunes femmes à qui l'on fait bien sentir qu'elles sont tolérées plus qu'accueillies. Nous sommes dans les années 50 et certains professeurs ne cachent même pas leur mépris. Ils considèrent que les femmes sont trop fragiles pour ces études, trop sentimentales, pas faites pour ce monde-là. Parfois, ils ne les interrogent même pas. Comme si leurs idées comptaient moins. Comme si leur présence était une erreur. Dans certains lieux, Ruth n'est même pas vraiment la bienvenue.
parce qu'ils sont pensés pour les hommes, réservés aux hommes, organisés autour des hommes. Puis la vie frappe encore. Marty apprend qu'il a un cancer. Ce mot-là, Ruth le connaît déjà. Il lui a déjà volé sa maman. Et le revoilà. Soudain, tout repose sur elle en même temps. Elle accompagne Marty à ses traitements, elle s'occupe de leur fille, elle suit ses cours, elle récupère les notes de classe pour lui, elle tape ses leçons, elle l'aide à continuer ses études. Et quand enfin la maison s'endort, elle commence son propre travail. Marty finit par guérir et obtient son diplôme et un poste l'attend à New York. Ruth refuse que leur famille soit séparée au moment même où ils viennent de surmonter le pire. Alors elle demande à poursuivre ses études ailleurs. Elle part à Columbia, où elle est majeure de sa promotion. Après tant d'efforts, tant de nuits blanches, tant de batailles menées en silence, elle pourrait croire que les portes vont enfin s'ouvrir. Mais non. Le diplôme ne suffit pas quand on est une femme dans un monde qui préfère recruter des hommes. Les refus s'enchaînent, des cabinets d'avocats ne veulent pas d'elle. Parce qu'elle est une femme. D'autres juges refusent carrément les femmes comme collaboratrices. Dans certaines annonces, le message est encore plus brutal. Hommes uniquement. Ruth passe des entretiens, mais toujours pas de place pour elle. Le monde du droit, qui prétend défendre la justice, pratique lui-même l'injustice sous ses yeux. Finalement, un juge accepte de l'engager, presque à contre-cœur. Nous sommes au début des années 1970. Au même moment, Ruth cofonde le Women's Rights Law Reporter, le premier journal américain qui se concentre sur les droits des femmes, et le Women's Rights Project, qui a travaillé pour dénoncer 300 cas de discrimination sexiste. C'est par un matin froid de janvier 1975 que Ruth gravit les marches de la Cour suprême des États-Unis pour plaider l'une de ses affaires les plus marquantes, l'affaire Wiesenfeld. Dans cette affaire, elle défend un père veuf à qui l'on refuse des prestations accordées plus facilement aux veuves. Stephen Wiesenfeld avait perdu sa femme, Paula, en 1972, peu après la naissance de leur fils. Comme elle travaillait et cotisait à la sécurité sociale, Stephen a demandé des aides pour élever leur enfant. Mais on les lui a refusées, simplement parce qu'il était un homme. Cette injustice a attiré l'attention de Ruth, qui a décidé de défendre son dossier. En ouvrant sa plaidoirie, Ruth prononça la formule rituelle des avocats devant la cour. « Monsieur le président de la cour, plaise à la cour. » Puis, elle exposa calmement l'injustice. Elle montra que la loi blessait les femmes en les supposant dépendantes et blessait aussi les hommes en les supposant incapables de prendre soin de leurs enfants. Et la Cour suprême lui donna raison. Grâce à cette décision, les veufs ont pu obtenir les mêmes droits que les veuves. Et Stephen et Ruth sont restés ensuite amis pendant de longues années. Dans les années 1970, Ruth plaida 6 affaires devant la Cour suprême et en gagna 5, contribuant à transformer durablement le droit de l'égalité entre les femmes et les hommes aux États-Unis. En 1980, le président américain Jimmy Carter nomme Ruth à la Cour d'appel fédérale du district de Columbia, l'une des plus importantes du pays. Puis, le président Bill Clinton l'a choisie pour devenir juge à la Cour suprême. À la Cour suprême, Ruth continue à défendre l'égalité. Elle participe à des décisions majeures, notamment contre les discriminations fondées sur le sexe. Elle croit au travail, à la patience, à la persévérance, au progrès construit pas à pas. Une phrase qui lui est attribuée résume bien cette manière d'avancer. Le vrai changement, le changement durable, se fait un pas après l'autre. C'est aussi pour cela qu'elle est devenue un modèle pour tant de filles et de femmes.
Elle montre qu'on peut changer le monde sans se transformer en ouragan. Avec de la méthode, de la ténacité et du courage. On peut faire bouger même les institutions les plus anciennes. Dans sa vie privée, Marty reste son plus fidèle soutien. Il cuisine pour elle, l'encourage, la fait rire et croit profondément en son travail. Après 56 ans de mariage, sa mort est pour Ruth une douleur immense. Pourtant, elle continue à servir jusqu'au bout, une discipline impressionnante. Et même quand le cancer frappe encore une fois à sa porte, elle continue à se battre contre les lois injustes. Elle a dit, et je la cite, « Ce qui me satisfait le plus dans ma vie, c'est d'avoir fait partie d'un mouvement qui a amélioré l'existence des gens, pas seulement celle des femmes. Je pense que la discrimination fondée sur le genre est mauvaise pour tout le monde. Avoir eu l'occasion de participer à ce changement est une source de satisfaction immense. » Et c'est peut-être là aussi le secret de Ruth, dans cette fidélité profonde à elle-même. Elle n'a jamais cherché à devenir quelqu'un d'autre pour être entendue. Jamais cessé d'être cet enfant aux grands yeux ouverts sur le monde, devenue femme de loi. Cette élève brillante devenue bâtisseuse de justice, cette jeune fille discrète devenue porte-voix des discriminés. Cette femme à qui l'on a tant de fois fermé la porte et qui patiemment en a entrouvert 1000 pour les autres. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, que te souffle Ruth Bader Ginsburg aujourd'hui ? Elle t'apprend que l'intelligence n'a pas à se cacher pour être aimée, que le courage n'a pas toujours le visage qu'on imagine. Il peut parler doucement, porter des lunettes, aimer le silence, les livres, les salles d'études et les mots bien choisis. Il peut avancer sans fracas et pourtant faire trembler les vieilles certitudes. Ruth te rappelle aussi qu'il existe des injustices si anciennes qu'elles finissent par se fondre dans le décor. On ne les voit presque plus. On les croit normales, naturelles. Jusqu'au jour où quelqu'un les désigne du doigt, les appelle par leur nom et refuse enfin de les laisser régner en silence. Elle t'apprend qu'on ne transforme pas le monde d'un seul geste, qu'il faut parfois recommencer 100 fois, revenir là où on a échoué, redire, expliquer encore, tomber sans renoncer, résister sans devenir dur, tenir simplement, tenir assez longtemps pour que la justice trouve enfin son chemin. Car la petite fille silencieuse de Brooklyn l'a prouvé au monde entier. On peut parler avec douceur, marcher sans bruit et changer l'histoire tout de même. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de la grande Ruth Bader Ginsburg, qui a tant œuvré pour les droits des femmes aux États-Unis. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Son histoire s'inscrit dans un cycle consacré aux femmes qui ont fait avancer les droits des femmes, souvent avec courage, parfois au prix de grands combats. En ce mois de mars, mois symbolique de leur mémoire et de leur lutte, et tout particulièrement autour du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, je t'invite à découvrir celles qui ont ouvert la voie et leur voix. Tu peux écouter ainsi l'histoire d'Olympe de Gouges, celle de Simone Veil, et désormais celle de Ruth Bader Ginsburg. 3 femmes, 3 époques, 3 voix différentes, mais un même élan, celui de défendre la liberté, l'égalité et la dignité des femmes. Cette histoire de nouvelles héroïnes a été écrite, racontée et produite par Céline Steyer, c'est moi, et réalisée par les Belles Fréquences. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à en parler autour de toi, à t'abonner, à mettre des étoiles et des commentaires sur ton application de podcast préférée. Nouvelles héroïnes, c'est un podcast indépendant que je fais presque toute seule, donc ça m'apporte énormément de soutien et ça me permet de lancer de super projets par la suite. Et bien sûr, tu peux m'envoyer des messages sur le répondeur Nouvelles héroïnes ou un message sur le compte Instagram. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.